Téléinfo, 13h de ce jour. Bonjour, bienvenue, les titres. L'Union progressiste, le Bloc républicain et la Force Cori pour un Bénin émergent sont les partis politiques qui vont se partager les sièges à pourvoir dans le cadre des élections communales et municipales. Ils sont les trois à obtenir les 10% au plan national. C'est ce qui ressort des résultats provisoires proclamés par la Sénat très tôt ce jeudi. Plusieurs décisions ont été prises ce mercredi en Conseil des ministres. Parmi elles figure la création de l'Agence d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Les précisions sont à suivre. La communauté chrétienne célèbre ce jour la fête de l'Ascension, une fête qui symbolise la montée de Jésus vers le Père. Pourquoi la célébrer? Comment la vivre en ce temps de Covid-19? Les réponses dans cette édition. Nous sommes le jeudi 21 mai, Téléinfo 13, c'est le direct, vous le savez bien. Merci de nous accepter chez vous. La Commission électorale nationale autonome a livré le verdict des résultats issus du scrutin du 17 mai 2020. En attendant bien éventuellement les réclamations, il ressort que c'est l'Union progressiste, le Bloc républicain et la Force Cori pour un Bénin émergent qui ont tiré leur épingle du jeu, notamment à relever le défi des 10%. Mathieu Bokor, Prudence Koso. Commission électorale nationale autonome, aux premières heures de ce jeudi matin, 0h50, heure d'installation des membres de l'institution en charge des élections, après de longues heures d'attente des résultats, issus du scrutin du dimanche 17 mai 2020. Après des mots introductifs du président de la Sénat, place aux grandes tendances des chiffres sur le plan national. Nombre d'inscrits, 5 190 235 électeurs. Nombre de votants, 2 550 385. Taux de participation, 49,14%. Bulletin nul, 62 059. Suffrage valablement exprimé, 2 488 326. Suffrage obtenu par parti politique, Union progressiste, suffrage exprimé, 994 602 voix. Pourcentage, 39,97%. Éligibilité à l'attribution des sièges, oui. BR, 930 247. Pourcentage, 37,38%. Éligibilité à l'attribution des sièges, oui. FCBE, 372 818. Pourcentage exprimé, 14,98%. Éligibilité, oui. PRD, 136 593. Pourcentage au plan national, 5,49%. Éligibilité, non. UDBN, 54 066 voix. Pourcentage, 2,17%. Éligibilité, non. Il ressort donc que sur les 5 partis en lice pour les élections communales, 3 ont pu tirer leur épingle du jeu. Il s'agit du Parti Union progressiste, le Bloc républicain et la Force Cori pour un Bénin émergent. Après la proclamation de ces résultats provisoires par la Sénat et la victoire de l'Union progressiste dans le littoral, une question se pose déjà. Qui, pour prendre les commandes de l'hôtel de Cotonou, les pronostics vont bon train dans les discussions partout dans la capitale économique. Nous avons promené aussi notre micro. Voici ce que pensent les populations qui généreusement ont accepté pronostiquer. Par rapport aux résultats que moi je suis en train de voir, il n'y a pas à faire des discussions, c'est le parti Union progressiste qui est en tête. Donc c'est lui qui a la majorité à la mairie de... Ok, concernant le scrutin et les résultats provisoires que j'ai eu de la Sénat, j'ai apprécié parce que c'est mon parti qui a gagné l'UP. Et vraiment, je suis tellement content. Non, c'est très bon. C'est très bon. Il n'y a pas de fraude. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas de fraude. S'il y a déjà de fraude,
on allait crier et le peuple allait entendre. Donc il n'y a pas de fraude. C'est la majorité qui décide. Donc c'est la partie en tête, c'est lui qui a le droit. Donc, par rapport au maire du Cotonou, je sens que c'est M. Luc Atroko. Bon, concernant le nouveau maire de Cotonou, bien sûr, comme vous le savez déjà, c'est M. Luc Atroko qui sera le nouveau maire de Cotonou. C'est Luc Atroko. Oui, Luc Atroko, il a mérité. Il a mérité parce qu'il a fait le combat. Il a fait le combat. Donc si quelqu'un a fait le combat, il faut qu'on le choisisse pour que notre ville soit propre. Oui, l'homme est dit pour Cotonou. C'est un homme il dit pour Cotonou. Moi, mon souhait, c'est Luc Atroko. Et vu sur les réseaux sociaux déjà, on sait que c'est Luc Atroko. Ah, c'est Atroko. Luc, c'est lui qui est en tête pour le moment. C'est son parti qui est en tête, donc quoi qu'en soit Alpha, c'est lui qui est là. Mais ça c'est clair. Selon les tendances, c'est Atroko tel que l'échiquier politique le montre. Oui, parce que c'est l'UP qui est majoritaire. Donc n'importe comment, il sera élu maire. Le professeur agrégé de sciences politiques et vice-doyen de la FADESP, Eugène Kakaï, s'est également prononcé sur les résultats provisoires de la Sénat. Il a analysé non seulement le processus électoral, mais les implications de ce processus-là dans l'immédiat et sur les présidentielles de 2021. Suivez Eugène Kakaï, professeur agrégé des sciences politiques, interrogé par téléphone par Mathilde Sabi. On constate bien que des partis politiques de la mouvance et de l'opposition ont participé au jeu électoral. On constate également qu'il y a une certaine cohabitation des forces politiques. Donc, nous ne sommes pas totalement surpris des résultats. On constate bien que l'Union progressiste reste le parti le plus dominant d'un point de vue statistique, suivi du Bloc républicain et des FCBE. Donc nous avons, dans le cas des élections locales, 3 partis influents. Nous constatons également que du sud, sur toute l'étendue du territoire national, ces partis politiques ont eu des scores de suffrages et cela montre également que les enjeux sont territorialisés. Les électeurs ne votent pas forcément pour le parti politique, mais les électeurs votent très souvent pour l'acteur politique local, l'acteur politique de l'arrondissement, l'acteur politique de la commune, et ce qui permet également de comprendre que les enjeux d'une élection locale ne sont pas les mêmes en ce qui concerne l'élection présidentielle ou les législatives. On constate bien que si un travail politique est effectué, si un travail politique est maintenu, si un travail politique est croissant, des partis comme le Bloc républicain et l'Union progressiste sont en train de s'asseoir d'un point de vue électoral. Ce sont de jeunes partis politiques, mais les acteurs, ce sont des acteurs de la classe politique qui ont une certaine expérience avérée du terrain politique, au point où, qu'on le veuille ou non, ces élections locales nous préparent à vivre une ambiance électorale en 2021. Il n'y aura peut-être pas une grande surprise. On dit souvent en politique qu'une carte électorale se dessine, une carte politique se dessine également. Qu'est-ce qui change dans le processus électoral? Tout change, je peux vous dire que tout change. Nous avons un nouveau code. Dès que vous avez un nouveau code, il n'y a rien à faire, tout change. Les acteurs sont obligés de changer de stratégie. Je vais parler des acteurs politiques sont obligés de changer de stratégie. La Sénat est également obligée de s'adapter aux dispositions du nouveau code. Les partis politiques ont l'obligation de définir de nouvelles stratégies de conquête de l'électorat. Il y en a de même pour les électeurs qui se préparent à vivre une belle ambiance électorale.
Dans ce processus électoral, l'un des éléments nouveaux reste le mode d'attribution de sièges. Sur le Grand Soir, hier mercredi, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican est revenu sur le calcul des suffrages et la gestion du contentieux électoral. Il a donné aussi sa lecture politique et expliqué de fond en comble ces deux paramètres. Le point avec Isaac Adjé. Les analyses se poursuivent après le scrutin du 17 mai 2020. Il s'agit notamment de la question des 10% du suffrage valablement exprimé. Le consultant politique Agapit Napoléon est revenu sur la question à travers son analyse sur le Grand Soir. On sort les bulletins nuls, des bulletins qui n'ont pas été valablement affectés. Il reste le nombre de ceux qui ont valablement exprimé leur suffrage, c'est-à-dire ceux qui ont accordé leur suffrage à quelqu'un. C'est ça, le suffrage valablement exprimé. C'est ça qui est la base de la répartition des sièges. On voit candidat 1, candidat Y, candidat Z, candidat B, et on attribue selon le chiffre obtenu par le candidat. On le multiplie par 100 divisé par le nombre de suffrages valablement exprimés et on a le pourcentage obtenu par le candidat. La proclamation des résultats est souvent subordonnée à des contestations. Le consultant politique et expert en questions électorales fait une anticipation sur ce volet tout en précisant le délai dont dispose la Cour constitutionnelle pour évacuer tous les recours en ce qui concerne les contentieux électoraux. La proclamation que fait la Sénat vaut en même temps l'installation des conseils. Ça veut dire que aussi longtemps que la Cour suprême n'aurait pas décidé, les membres sont présumés élus. Et donc les conseils peuvent commencer. Mais après, la Cour a 6 mois pour vider tout le contentieux. C'est pour vous dire que oui, vous pouvez démarrer et que vous pouvez être invalidé. Au cours de son passage, plusieurs autres points ont été abordés, dont l'attribution des sièges dans les arrondissements et bien d'autres. Toujours hier, mercredi, à la faveur d'un point de presse, cette fois-ci, la coordination des observateurs africains a fait le point de sa mission au Bénin dans le cadre de l'organisation des élections communales. La mission qualifie les élections communales de libres, transparentes, mais aussi équitables. Le point avec, toujours, Isaac Adjé, mais cette fois-ci avec Paul Esther Saoussi. Au lendemain du déroulement du scrutin du 17 mai comptant pour les élections communales, la coordination des observateurs africains indépendants COAI présente son rapport. Il s'agit des résultats de la mission d'observation de 6 organisations internationales. Il ressort des constats des équipes d'observation ce qui suit. La présence effective, discrète et professionnelle des forces de l'ordre. La présence des membres du bureau de vote, de même que les représentants des partis politiques et coalitions. L'ambiance détendue et conviviale, quasi générale, ayant caractérisé le déroulement des opérations électorales. La disponibilité du matériel de vote dans tous les bureaux visités, ainsi que le caractère indélébile de l'encre. Les urnes observées ont été correctement scellées, transparentes et vides à l'ouverture. La garantie du secret de vote, les dépouillements ont été effectués dans la transparence. Les 33 observateurs béninois, burkinabés, togolais, camerounais et togolais ont tout aussi, dans le cadre du déroulement du scrutin de ces communales, constaté quelques irrégularités. Nous avons noté quelques légères imperfections et insuffisantes, n'ayant aucun impact déterminant sur le bon déroulement des opérations de vote, à savoir la non-assimilation des procédures de vote par certains électeurs, la non-maîtrise du code électoral par certains agents électoraux. Au vu de tout ce qui précède, la coordination des observateurs africains indépendants, COAI, considère que les élections communales du 17 mai 2020 ont été libres, transparentes et équitables. Dans la perspective des élections à venir, la COAI formule des recommandations à l'endroit des partis politiques, de la société civile et du peuple béninois. La mission suggère aux partis politiques de renforcer la formation de leurs militantes et militants dans les domaines politiques, civiques et sur la citoyenneté à l'endroit de la société civile. Elle doit continuer à garder
sa neutralité à ne chercher que des conditions d'un bien-être du peuple béninois. Le peuple béninois doit toujours garder son calme, sa patience et sa vigilance autour des acteurs de la vie politique, afin de ne pas tomber dans des manipulations pouvant remettre en cause la cohésion sociale. La coordination des observateurs africains indépendants invite les partis politiques béninois au respect du verdict des urnes, mais aussi à se conformer aux dispositions en vigueur en cas de contestation. Le Conseil des ministres était hier, mercredi, avec à l'issue plusieurs mesures normatives et communicatives qui ont été traitées, notamment la décision de la création de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Alain Ourunla, porte-parole du gouvernement, pour plus d'éléments. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 mai 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Le Conseil a adopté les décrets portant modification des statuts du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable et nomination des membres de son conseil de gérance, puis modification du décret numéro 2017-39 du 25 janvier 2017 constatant l'approbation de la création de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Au titre des communications, autorisation de signature d'accords spécifiques entre l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEP-MR, et les communes du Bénin. Ces accords font suite à la convention signée entre l'Agence et les communes dans le cadre de l'approvisionnement en eau en milieu rural. Ce faisant, l'ANAEP-MR apportera son assistance aux communes dans le domaine du service public d'adduction d'eau potable en milieu rural. Réalisation des travaux de réaménagement et de reconfiguration des accès et des parkings extérieurs de l'aéroport international de Cotonou. Ces travaux visent à favoriser un niveau de service du dit aéroport en conformité avec les standards internationaux. La société qui l'exploite a identifié comme solution à la congestion et au désagrément causés aux usagers le réaménagement et la reconfiguration de ces accès ainsi que de ces parkings extérieurs. Tenant compte de la complexité des travaux à réaliser, la Société des aéroports du Bénin a lancé une procédure qui a abouti à la sélection de l'entreprise Colas Afrique qui dispose de solides références dans le domaine. Quant au contrôle et à la surveillance des travaux, ils seront assurés par le bureau BEI Corp. Réalisation des travaux de réhabilitation et d'aménagement de la voie Carrefour Général Bratier Clôture Parc Mivo dans la commune de Semepodi Pécadis. Les dits travaux tiennent de la nécessité, entre autres, d'améliorer la praticabilité de la voie concernée par la pose de pavés, d'assurer un bon drainage des eaux, d'assainir la zone du projet et de réduire les nuisances causées aux usagers. Il est en outre prévu, au titre des aménagements, la construction d'une bretelle avec un collecteur pour l'évacuation des eaux. Pour en assurer l'exécution diligente et selon les normes requises, le Conseil a retenu l'entreprise Sogea Satom. La mission de contrôle et de surveillance, quant à elle, est confiée au bureau SECO BTP Ingénieur. Le gouvernement a lancé une plateforme numérique de cours en ligne pour les 4 universités publiques du Bénin. Cette innovation devrait permettre aux étudiants béninois d'avoir gratuitement accès aux cours depuis les maisons. Ceci fait suite, bien évidemment, à la suspension des cours présentiels pour cause de coronavirus. Alors, question, comment ces étudiants s'en sortent-ils? Arrivent-ils tous à avoir accès à cette plateforme qui leur est dédiée pour l'accès aux cours? Reportage.
Permettre aux étudiants des facultés, écoles et instituts de suivre les cours en ligne en cette période de coronavirus afin de limiter la propagation, tel est l'objectif du gouvernement en mettant à la disposition des étudiants la plateforme e-learning. Mais ces apprenants rencontrent de difficultés pour pouvoir suivre les cours en ligne. Plus ou moins la mesure elle est, je dirais, extraordinaire parce que nous n'avons pas connu par le passé. Nous n'avons pas tous la possibilité de nous connecter avec nos petits forfaits que nous avons. Vous faites un forfait de 200 francs, cela ne vous donne pas possibilité de vous connecter et d'avoir accès au cours dans sa totalité. Nous, au département, on a commencé hier. Hier, on a eu à suivre le cours de l'économie des organisations. C'était bien passé quand même, mais seulement que ça bouffait trop de mots. Ça bouffait assez de mots. Hier, j'ai dépensé plus de 1300 et quelques pour un cours de 2 heures. Vu les dépenses, c'est pourquoi je me suis décidé aujourd'hui de venir sur le campus voir si le Wi-Fi va fonctionner. Arrivé ici, ça dandine, mais malheureusement le prof aussi n'est pas là. Donc. Ce sont les cours anciens et qu'il faut chercher. Donc, et puis les révisions, c'est comme ça se passe actuellement. Sinon, attendre encore le cours en ligne alors que même on n'a pas de moyens nécessaires pour dire qu'on va suivre les cours en ligne, c'est compliqué. Face aux dispositifs mis en place dans le déroulement des cours à l'aide de ces outils technologiques, les étudiants peinent à s'adapter. Comparativement à l'ambiance en amphithéâtre, vraiment, je vous assure, ce n'est pas quand même si plaisant. Avec l'application, cette histoire de cours en ligne, c'est juste 200 personnes en deuxième année qui s'y connectent. Et quand vous arrivez en tant que 201e personne, vous n'avez pas cette possibilité de suivre le cours et c'est dommage. Nous sommes plus de 1000 étudiants en amphithéâtre. Dans les amphis, au moins, nous sommes plus de 500, même 600. Mais sur le truc de plateforme, à peine si tu vois le nombre de participants, c'est à peine 40. Au fil du temps, ça ne reste que 20 personnes parce que c'est un problème de forfait. Donc, beaucoup de forfaits s'épuisent et à peine 10 participants à la suite. Tout en saluant les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre des cours en ligne, les enseignants rencontrent quelques difficultés. Nous avons également le problème de la connexion de façon globale dans son ensemble. Et en plein cours, c'est que la connexion s'en va. Et donc, aussi bien au niveau de l'enseignant qu'au niveau des étudiants, avec l'application Zoom. C'est avec cette application-là que nous faisons les cours avec les étudiants. Et les étudiants ont deux options. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir les cours, on les envoie sur la plateforme en ligne. Et donc, ils peuvent télécharger les cours en PDF et lire. Et selon ce que les autorités nous ont dit, c'est que lorsque les étudiants vont sur ce site, et tout ce qu'ils vont télécharger, c'est gratuitement. Donc nous attendons de savoir que c'est vrai, mais je pense qu'il faut quand même donner foi à la parole de l'autorité. La réalité c'est quoi? C'est que quand nous envoyons les cours en ligne, c'est vrai que les étudiants doivent télécharger, même si ils ne sont pas tenus de suivre les cours en ligne, parce que suivre les cours en ligne, ça va leur coûter un peu plus cher. Et c'est un étudiant qui dit qu'il dépense 1500 par jour, c'est le minimum, parce que la dernière fois quand moi j'ai fait la formation, j'ai fait un forfait de 4000 au moins pour pouvoir suivre la formation jusqu'au bout. J'imagine combien d'étudiants ont cette possibilité, cette capacité. Donc nous sommes dans une situation et il faut que, bon, c'est comme si on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, mais je pense que les œufs là sont beaucoup. Même les cours en ligne, vous faites cours dans les amphis, en temps normal présentiel, c'est que ces étudiants sont là, ils envoisinent près de 800, mais pour les cours en ligne, peut-être que vous avez 20, 30, 40. Donc c'est qu'il y a un peu de déphasage par rapport à la réalité. Enseignants et étudiants sont à la croisée des chemins avec le nouveau dispositif imposé par le Covid-19. En attendant le retour à la normale des cours, le respect des gestes barrières est souhaité. Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, le gouvernement, vous vous en souvenez, a décidé de la reprise des cours. Des mesures sanitaires sont tout de même prises à divers niveaux pour la protection non seulement des enseignants, mais aussi des apprenants. Une semaine après la reprise, le constat du respect des mesures barrières est fait. Suivez le reportage de Mathilde Sabi et de Prudence Kosson. Personnel administratif et écoliers sont dotés d'un masque.
Disposés en tenant compte de la distanciation d'au moins 1 mètre entre individus, les écoliers suivent avec attention les explications de l'enseignant. Nous sommes ici au cours moyen 2 à l'école primaire publique Gbeto Sud, groupe D. Nous nous sommes retrouvés effectivement, comme prévu par le calendrier réaménagé, le 11 passé, une semaine déjà. Et je voudrais aussi vous rassurer de ce que les enfants, avant d'arriver dans l'école, sont suffisamment informés, même déjà, sur les mesures et barrières prises pour que nous puissions nous mettre à l'abri de cette pandémie, c'est-à-dire le lavage des mains, l'hygiène en gros. Tenir le cap une semaine après, tâche pas facile pour les enseignants, mais avec des enfants avertis, la situation n'est pas si criade. En tout cas, il y a des difficultés. Surtout que c'est des enfants. Bon, aussi, dites-vous que c'est des enfants de CM2. Et étant donné que le gouvernement a pensé à ce que nous directeurs, que nous soyons appuyés par des collaborateurs, cela ne nous a pas été difficile puisque ceci nous a permis d'avoir un nombre restreint sous les bras pour conduire. Donc, faire ce travail, ce n'est pas du tout difficile. EPP Gbeto Sud, si apprenants et enseignants font l'effort de respecter les mesures barrières, il n'en demeure pas moins que les difficultés subsistent. Difficultés liées notamment à la qualité de certains dispositifs comme celui lié au lavage de mains. Demander au gouvernement de maintenir le top pour que nous puissions effectivement nous mettre à l'abri de cette pandémie et aussi voir dans quelle mesure pouvoir mettre à disposition des écoles des lavages de mains modernes, ce qui nous faciliterait la tâche, surtout parce que d'ici 10 août, la grande masse sera présente du C jusqu'au CM1. Là, ça risque d'être un peu difficile si les écoles ne sont pas dotées des instruments de lavage de mains adéquats, modernes, pouvant nous faciliter la tâche. Être attentif au respect de toutes les mesures barrières, tâche à dur, alors même que responsables et enseignants ont une autre préoccupation, la remise à niveau des enfants. Après la reprise, nous avons un peu de difficulté à les ramener au niveau qu'il faut, puisque les temps perdus à la maison, plus d'1 mois et demi à la maison, les oublis, le désintéressement de part des enfants. Bon, tout ça a contribué. Toutefois, nous avons vu juste que le gouvernement a pris la mesure des choses. Sinon, passer au-delà, nous risquons de tendre vers la catastrophe de cette année scolaire. Coup d'œil à l'agenda 21 mai, la communauté chrétienne célèbre l'Ascension, la fête donc de l'Ascension, une fête qui symbolise la montée de Jésus vers Dieu son Père. Pourquoi célébrer cette occasion? Comment vivre l'Ascension en ce temps de Covid-19? Élément de réponse, Sandra Kfadei. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Une fête qui marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. On la célèbre parce que c'est la joyeuse rencontre de notre humanité avec Dieu. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu et lorsque le péché vient porter atteinte à cette unité, c'est la décadence. Et le Christ, en nous rachetant et en opérant son retour, il dit « Je vais vers mon Père et vers votre Père ». Désormais, nous entrons en filiation divine avec le Fils et du coup, nous retrouvons notre identité première. Nous sommes vraiment des êtres appelés à aller vers notre Père. C'est la victoire
écrasante de la vie sur la mort. La fête de l'Ascension sera célébrée malgré la pandémie du Covid-19 et la fermeture des églises. Une messe sera dite par l'archevêque de Cotonou et sera retransmise en direct pour permettre aux fidèles de revivre la montée du Christ. Alors ce contexte d'abord nous rappelle que tout est passager. La pandémie nous a montré que tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Tout s'est arrêté. Les plus puissants comme les plus faibles sont tous soumis. Donc du coup, c'est un monde qui passe et qui trépasse. Nous sommes orientés vers l'éternité, mais on n'a jamais cessé de célébrer l'Eucharistie. Les prêtres célèbrent l'Eucharistie en tant que personnalité corporative où nous associons de cœur tous les fidèles par les canaux de communication. Donc ils feront de même demain en étant unis à leur prêtre. L'archevêque célèbre le jour de l'Ascension à 8h30. Tous les fidèles sont appelés à se rassembler dans leurs maisons qui sont devenues des maisons, ce qu'on appelle ordinairement des églises domestiques. La fête de l'Ascension de cette année reste spécifique en raison de la pandémie du Covid-19. Le 2 juin prochain, les fidèles catholiques et autres pourront retrouver le chemin des églises. ETélé Info 13h, le plaisir de vous voir être des nôtres. Merci.